La scène éclate au milieu d'un champ de bataille chaotique, un golem de pierre imposant frappe le sol avec une force implacable, tandis qu'un guerrier solitaire avec un bouclier lutte désespérément pour retenir le monstre. Pourtant, malgré l'intensité de l'affrontement, ce combat se déroule dans un simple donjon de bas niveau. Connu sous le nom de Marguel. Soudain, le guerrier reçoit un coup écrasant directement au visage. Quelqu'un derrière lui conseille d'arrêter d'encaisser les coups de front et de plutôt dévier les attaques sur le côté. À ce moment précis, un groupe allié se joint à la bataille, signalant qu'il est temps de lancer un assaut coordonné. Un guerrier tranche avec acharnement, tandis que le reste de l'équipe assaille le golem de tous les côtés. Provoqué par l'attaque, le golem libère une puissance rougeoyante. Le petit porteur de bouclier avertit tout le monde que la créature est entrée dans une rage berserkée. Il ordonne à l'équipe de rester près de lui pour se protéger. Les mages commencent à lancer des sorts. Et celui qui porte une casquette crie à la silhouette perdue à l'arrière de lui fournir du mana car il est à sec. Cette personne perdue est Anjon, un chasseur typique de bas niveau avec la rare capacité de transférer du mana à ses alliés. Son expression vide et ses compétences peu impressionnantes le désignent immédiatement comme notre improbable protagoniste. Non seulement il possède une faible capacité, mais il doit effectuer un rituel long et fastidieux juste pour canaliser du mana sur le dos de quelqu'un. Le golem charge à nouveau. Cette fois, Anjon transfère avec succès du mana à son camarade, renforçant son ami. Pour libérer une magie qui abat rapidement le golem, bien que la difficulté du donjon soit faible, tout le monde semble complètement épuisé de l'arrière. Puis ce type massif s'approche de Anjon et lui dit froidement que, puisqu'il a à peine contribué au raid, il pourrait aussi bien s'occuper de nettoyer le reste de la zone. Le groupe commence à se demander pourquoi quelqu'un avec une capacité de guérison endommagée est relégué au rôle de support de mana. Une personne vêtue d'orange explique que techniquement le gamin est classé comme attaquant, mais il ne possède qu'une seule compétence qui génère du mana et elle est presque infinie. Pour être honnête, cette capacité est plutôt surpuissante même si le gamin lui-même est faible. L'autre type pense définitivement la même chose. Cependant, il précise que dans ce monde les mages peuvent aussi siphonner du mana aux prêtres, donc la compétence n'est pas particulièrement unique. Le type qui porte la casquette ajoute que cela explique pourquoi le gamin inutile n'a même pas atteint le niveau 30. Après 5 ans pendant ce temps, il a été occupé à balancer une pioche sur des rochers Anjon intérieurement. Remarque à quel point ces crétins parlent délibérément fort juste pour s'assurer qu'il entend chaque mot. Quoi qu'ils disent, il refuse d'abandonner la scène, se déplace ensuite vers le siège imposant de la grande guilde sage, reposant fermement ses mains sur le bureau. Le protagoniste exige une explication quant à la raison pour laquelle ils essaient soudainement de le transférer au département de production. L'homme âgé répond avec regret, informant Anjon que personne dans l'entreprise ne peut égaler sa compétence pendant les chasses. Soyons réalistes, vous ne pouvez pas espérer devenir un chasseur professionnel au niveau 29. Pas quand votre seul mouvement est de générer du mana. Anjon tente de prouver son immense valeur en soulignant son approvisionnement en mana pratiquement illimité, et le fait qu'il est sur le point d'atteindre le niveau 30, une étape importante. Cependant, son adversaire rétorque en soulignant que la plupart des mages et des guérisseurs possèdent déjà des compétences pour absorber le mana. Par conséquent, les contributions de Anjon ne sont pas considérées comme particulièrement percutantes ou essentielles. Des questions sur la façon dont atteindre le niveau 30 ferait une différence. L'homme ajuste ses lunettes et déclare que la direction a déjà pris sa décision, impliquant que Anjon doit juste l'accepter. À ce moment, Anjon comprend pleinement la gravité de la situation. Rejeter ce verdict entraînerait presque certainement son expulsion de la guilde. Plus tard, assis tranquillement sur un banc, Anjon n'arrive pas à se débarrasser des derniers mots de l'homme résonnant dans son esprit. Malheureusement, il ne voit aucun potentiel en lui. Le voilà découragé, se demandant comment il s'est soudainement retrouvé sans emploi, sans aucun avertissement. La vérité est que la plupart des gens croient à tort que sa compétence consiste simplement à absorber du mana et à le transmettre à ses alliés. En réalité, c'est plus nuancé, bien qu'il n'ait jamais révélé l'étendue de sa capacité à qui que ce soit. Alors qu'il tient un bijou connu sous le nom de jury du propriétaire, une invite apparaît soudainement sur son écran, lui demandant s'il veut copier l'élément en utilisant CTRL+C. Il clique sur oui, et un bref éclair de lumière signale le succès de l'action. Instantanément, la pièce de bijou originale est dupliquée et apparaît dans sa main. C'est vrai, la capacité de Anjon est essentiellement une fonctionnalité de copier-coller. Il copie un élément puis le colle, considérez cela comme ayant un Windows comme commande à l'intérieur du jeu. Mais il y a un piège, tout élément qu'il copie disparaît instantanément dès qu'il quitte sa possession. Cette limitation l'empêche de reproduire de l'équipement surpuissant et de devenir ridiculement riche, comme certains autres joueurs. Pour empirer les choses, dupliquer même son modeste poignard l'oblige à atteindre le niveau 90. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour aider les autres en ce moment?
Il duplique son propre mana, garde l'original intact et donne la copie aux autres. Parce qu'il conserve l'original, son stock ne s'épuise jamais. Il a expérimenté la copie d'autres capacités auparavant. Mais chacune venait avec des conditions scandaleuses qui les rendaient impraticables. Tout ce qu'il désire vraiment, c'est gagner quelques niveaux supplémentaires. C'est tout. Une fois qu'il l'aura fait, sa vie se transformera enfin. Le vrai tournant sera quand il pourra commencer à copier de l'équipement. Cela ouvre un tout nouveau niveau de potentiel. Puis une alerte d'actualité apparaît sur son téléphone. L'épée longue des dragons Kalisha vient d'atterrir au Japon, cet objet est exceptionnellement rare et incroyablement surpuissant, l'utiliser augmente immédiatement votre niveau de 200, j'ai joué à de nombreux RPG. Mais je n'ai jamais rencontré quelque chose d'aussi ridiculement cassé. Le seul hic, c'est qu'il faut être au moins niveau 30 pour la manier, il s'imagine immédiatement tenant cette épée, s'il pouvait juste la dupliquer une fois, et garder la copie pour toujours, il atteindrait le niveau 230 en un instant, le problème est que l'épée vient d'arriver au Japon. Et sa durabilité est extrêmement limitée, ce qui lui permet de survivre à seulement quelques chasses supplémentaires. Par conséquent, au lieu d'être utilisée, elle est exposée pour le spectacle, en théorie, cela représente son opportunité parfaite de la copier, son objectif désespéré est d'atteindre le niveau 30 dans la semaine, rien de moins ne débloquera sa chance d'utiliser cette épée, plusieurs jours passent, et maintenant, je suis perdu quant à l'identité de cette créature, elle ressemble à des chauves-souris volantes. Ou peut être à des moustiques géants suceurs de sang, attendez, 6 pattes signifie que ce sont probablement des araignées, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi j'ai appelé ces choses des suceurs de sang, avec des bouches pleines de dents, ils sont juste mortels. Ce donjon n'est pas enregistré. Et n'a aucune reconnaissance officielle de la guilde, un type aux cheveux blonds jette un coup d'œil par-dessus son épaule, demandant du mana au groupe. Notre cher Han-Jun est juste là, faisant exactement ce qu'il fait de mieux. Grâce à lui, l'homme lance un énorme sort de flamme, engloutissant tout dans le feu. Pendant ce temps, notre malheureux Utside reste assis là, submergé par l'ampleur du fossé qui les sépare. Il jette un coup d'œil à son écran de statistiques. Espérant silencieusement qu'il ait gagné un niveau, soudain, un autre homme apparaît derrière lui et lui dit d'arrêter de fixer les écrans. Rien ne va changer juste en regardant. Han-Jun s'excuse, admettant qu'il s'est un peu distrait. L'homme l'avertit ensuite que s'il continue à traîner, il devra payer des frais de spectateur pour avoir traîné autour du donjon, ce qui signifierait probablement payer une tournée de bière. Après la course, au moins ce type est cool. Mais cela signifie malheureusement qu'il est voué à mourir bientôt, il s'appelle Akia. Voyons combien de temps il dure dans cette histoire. Malgré le fait qu'il s'agisse d'un donjon non enregistré, Han-Jun ressent une lueur d'espoir ici. Il a réellement une chance de gagner des niveaux, ils avancent, s'enfonçant plus profondément dans la grotte. Soudain, un membre de l'équipe s'arrête et signale à tout le monde de se préparer. Ils sont sur le point d'entrer dans l'antre de l'arène, regardant derrière un pilier, la voilà. Une bête colossale nichée parmi d'innombrables œufs. Elle s'appelle Alexa, un spawn de niveau 80. Oui, certainement quelques niveaux au-dessus des capacités actuelles de notre héros. Il est déjà convaincu que le moindre contact d'une de ses pattes le réduira à de simples vapeurs. L'un d'eux demande pourquoi Han-Jun a l'air terrifié, n'était-il pas censé se battre? Bien sûr, l'araignée semble lente, mais vous devez rester sur vos gardes. Si vous vous faites piéger dans sa toile, vous serez immobilisé jusqu'à ce qu'elle vous dévore vivant. Il est également sage d'éviter les œufs. Ces petites créatures agressives pourraient éclore à tout moment, puis le type blond s'en prend au chef, lui disant d'arrêter de simplifier les choses comme si Han-Jun était un touriste ignorant. Alors Han-Jun reste juste silencieux, faisant tranquillement ce qu'il fait de mieux, rien ne se passe jusqu'à ce que Blondie, dans un accès de frustration, s'avance en colère, il donne un violent coup de pied dans une pierre dans la toile d'araignée. Immédiatement, la reine se réveille d'un coup et se jette pour délivrer une morsure mortelle. Le tank se jette devant l'attaque en criant qu'ils sont condamnés maintenant. Tout cela grâce à cette servante imprudente, mais le type est une centrale, il bloque l'attaque et coupe même une des pattes de l'araignée. Il ordonne à tout le monde de se disperser et de se tenir à l'écart des œufs. Tout le groupe lance un assaut féroce sous tous les angles. Des épées plongent directement dans sa gueule béante. Pendant ce temps, notre gars se cache derrière un pilier. Étonné qu'il tienne réellement tête à un boss de niveau 80, soudain, l'araignée se retourne et pointe son arrière vers le groupe. Le tank crie à tout le monde de se mettre à couvert derrière les piliers. Mais l'idiot blond charge déjà une autre boule de feu, se vantant du nombre de fois où ils l'ont vaincu. Et écartant toute peur, il libère son sort, envoyant des bombes de toile se disperser partout. Les projectiles explosifs claquent violemment contre les murs de la caverne. Son sort de feu s'écrase contre la cible, mais ne parvient pas à causer de dégâts, continue de crier sa fierté,
Insistant sur le fait qu'il n'abandonnera pas cet assaut, notre protagoniste essaye de l'avertir de toute urgence. Mais il est déjà trop tard, l'homme continue inlassablement de lancer des sorts. Le tank portant un bandeau lui crie d'arrêter. Avant que les œufs n'éclosent, Han-Jun réalise que la situation est désespérée. Tous les œufs commencent à se fissurer simultanément, le tank tente de lancer un avertissement, mais il a frappé fort et s'est écrasé au sol. Juste à ce moment-là, un guana fait irruption en criant que des ennemis attaquent de toutes les directions. Des toiles jaillissent de tous les côtés, piégeant tout le monde, les clouant au sol et s'enroulant autour des piliers et des environs. S'il vous plaît. Que Blondie soit la première victime après cette gaffe imprudente est bien sûr. Il hurle désespérément avant d'être écrasé. Pendant ce temps, Han-Jun est piégé contre un pilier, regardant impuissant son ami se faire déchiqueter. Faites vos jeux. Option 1, il monte de niveau au dernier moment, copie une compétence et inverse la tendance. Option 2, une héroïne puissante et étourdissante apparaît pour le sauver. Option 3, il meurt bêtement et l'histoire se termine ici. Après que l'araignée a fini de détruire son allié, elle se jette sur Han-Jun. Tranchant la toile et le projetant à travers la pièce, du sang jaillit de tous les orifices de son visage alors qu'il chancelle. À ce moment-là, le système l'invite à confirmer. S'il veut coller la compétence qu'il a copiée, avec un sourire narquois, il admet que sa capacité n'est pas aussi inutile qu'elle le paraissait. La plupart des choses disparaissent lors du copier-coller, mais il ne se perd pas lui-même. C'est pourquoi il crée toujours un clone de sauvegarde avant d'entrer dans un donjon, un peu comme dans un jeu vidéo. Quand il meurt, il réapparaît instantanément à un endroit différent tandis que son corps précédent disparaît. Frustrant, j'ai placé 56 paris et pas un seul n'a été gagnant, il s'avère que la copie qu'il crée est en fait contenue en lui-même, faisant de lui une sorte de clone ambulant. Donc, chaque fois qu'il meurt, il réapparaît simplement, il meurt à nouveau et revient immédiatement à la vie une fois de plus. Maintenant il est affalé derrière le pilier, meurtri et brisé, incapable de mourir. Pourtant piégé, sans aucun moyen de s'échapper et ses yeux croisent l'un des gars. Toujours pris au piège dans la toile collante, c'est le chef du groupe dont nous nous attendions tous à ce qu'il périsse, implorant désespérément de l'aide, mais Han-Jun sait qu'il n'y a aucun espoir de sauver cet homme. Pendant ce temps, le boss fait des ravages, réduisant tout en lambeaux. Han-Jun se décide à tenter sa chance et à agir, il est furieux à l'idée qu'après tous ses efforts, il pourrait mourir sans porter un seul coup. Juste au moment où le boss se jette pour attaquer, Han-Jun frappe sa jambe, déviant avec succès l'assaut à ce moment précis. Il gagne des points d'expérience en portant un coup solide. Finalement, il monte de niveau juste au moment où il remarque la notification, bam, le boss lui assène un coup écrasant directement à la poitrine. Une fois de plus, il réapparaît instantanément, s'étant sauvegardé et copié à nouveau dans l'existence. Le problème cependant est que ses attaques n'ont toujours absolument aucun effet sur ce boss. Notre combattant rusé est sur le point de sortir un coup tout droit sorti de Ray Zero. Peu importe combien de fois il doit périr, un jour il est déterminé à vaincre ce monstre. La créature frappe à nouveau, et Han-Jun charge en avant, jurant silencieusement que, égratignure par égratignure, il sortira victorieux. Après 3 jours implacables à endurer d'innombrables morts et la destruction de la plupart des armes de ses coéquipiers, Han-Jun est devenu beaucoup plus fort. Pendant ce temps, la reine araignée apparaît meurtrie et usée, elle reste incapable de se remettre de l'une des blessures qu'il a infligées, elle déclenche un autre barrage de toile. Cette fois cependant, il esquive habilement, s'étant déjà adapté à la vitesse de ses attaques, elle le frappe à nouveau, mais il saute, escaladant sa jambe pour monter rapidement vers sa tête, il crie sans relâche, meurt enfin, il enfonce son épée directement dans son cerveau, mais la lame se brise instantanément. Se cassant comme une brindille fragile, elle le jette au loin, le claquant violemment contre le sol, et déclenche un rugissement féroce. Juste au moment où elle s'apprête à mordre, une toile d'araignée craque sur son corps, sa santé tombe à zéro et elle explose en fragments. Han-Jun gît immobile, complètement épuisé après tant de morts, son esprit est comme de la bouillie. Puis une cascade de notifications de niveau supérieur inonde son écran. Avec un joyeux ding, il reçoit la récompense pour avoir vaincu la légendaire reine araignée. Notre merveilleux héros décide enfin de vérifier son ami après avoir été absent pendant 3 jours complets. Mais juste au moment où il commence à partir, quelque chose s'écrase, juste à côté de lui. Il lève les yeux et pense immédiatement, absolument pas. Sortez d'ici, sales araignées albino, crie-t-il. Le problème est qu'il est désarmé, et l'homme à côté de lui est complètement hors d'état de nuire. Il refuse d'abandonner son camarade pour qu'il meure seul. Retour en arrière de 2 heures sur un pont à Tokyo. À l'intérieur d'une voiture, un soldat de niveau 112 nommé Moore Grant demande à une fille nommée Eris combien de fois elle a visité le Japon. Eri, une mage de niveau 131, répond que c'est sa 2e visite. Moore demande si le Japon est sa patrie Hmong.
Il rejette la question en disant qu'elle n'est pas pertinente. Elle est ici dans un seul but, il y a quelque chose qu'elle a l'intention de localiser à l'intérieur de l'un des donjons du Japon. Moore Grant remarque que ce serait fantastique si elle parvenait à le localiser. Cependant, elle le met en garde contre le fait de trop s'impliquer dans ses affaires, l'avertissant qu'il pourrait finir par être blessé. À ce moment-là, une annonce retentit dans l'interphone. Le camion traverse maintenant le Rainbow Bridge Dungeon, également connu sous le nom de Rainbow Gate. Quel que soit le nom, c'est un arc-en-ciel, un pont et un donjon entrelacés. Les systèmes électriques seront désactivés pendant 5 minutes en raison des interférences des ondes électromagnétiques. Apparemment, un donjon se trouve sous le pont et l'homme était impatient de l'explorer. À proximité, dans un bureau, un chasseur de niveau 2 nommé Shinoda Satoru, certes encore novice, il râle sur le caractère ennuyeux de sa mission actuelle. Son ami assis à côté de lui suggère que c'est probablement parce qu'il a obtenu le poste grâce à ses relations. À vrai dire, sans une forme de réseautage, il serait impossible d'entrer dans un endroit comme celui-ci. Soudain, une créature gluante heurte la jambe de Shinoda Satoru. Il s'accroupit pour la ramasser, remarquant qu'elle est plutôt mignonne. Certainement plus attrayante que les créatures gluantes effrayantes que l'on trouve habituellement dans les donjons. Curieux, il demande à son compagnon s'il est courant que ces petites créatures errent à l'extérieur. Son ami le confirme, mais son ton nerveux trahit un certain malaise. Soudain, quelque chose frappe violemment le dos de Shinoda Satoru. Il se retourne et, rien qu'à l'ombre imposante, il est clair qu'un ogre massif est sur le point de le réduire en bouillie. Game over pour ce type. De retour au moment présent, notre fiable Han-Jun a une fois de plus survécu grâce à sa technique signature Troll C. Stratégie Troll fin. Il vise maintenant le niveau 5-0, le cap où le jeu devient généralement plus facile. De meilleurs groupes de donjons deviennent disponibles, ce qui conduit à des groupes plus forts, un butin amélioré et plus de points d'expérience. Il était encouragé par un optimisme nouveau. Convaincu que son moment d'excellence était enfin arrivé, soudain, une foule s'est précipitée devant lui avec une hâte urgente. Il criait férocement, exigeant qu'il s'écarte immédiatement. Perplexe, il avait du mal à comprendre pourquoi tout le monde se dispersait frénétiquement comme des oiseaux paniqués. Au premier rang, une voix demandait s'il devait continuer avant l'arrivée des principales guildes, à quoi une autre répondait que c'était nécessaire, parce que l'épée légendaire était en cours d'acheminement. Grand Moreau a reçu la nouvelle, des bonnes et des mauvaises. Une épée avait fait surface à proximité, mais un donjon venait d'apparaître dans les environs. Au sommet du siège de l'association, plusieurs aéronefs étaient en cours de préparation pour un déploiement immédiat. Des chasseurs sont apparus, principalement concentrés sur la sauvegarde de la longue épée légendaire, reconnaissant son immense valeur, puis quelqu'un s'est avancé, affirmant que tout le monde devait suivre son exemple, car elle était la commandante désignée. La femme la plus directe et la plus décisive présente a déclaré que la priorité absolue de l'association était d'éliminer les monstres et d'évacuer les civils. Alors qu'elle montait à bord du navire, elle a souligné que toutes les autres questions pouvaient attendre, jusqu'à plus tard. À ce moment-là, une voix de derrière a crié, désireuse de se joindre à la mission. Nana a ignoré l'interruption et a ordonné à tout le monde de monter à bord immédiatement. Naturellement, c'était Han-Jun qui suppliait de les accompagner. Il a expliqué qu'il était dans la guilde depuis 5 ans et qu'il connaissait de nombreux membres. Bien qu'il ait admis qu'il n'était pas particulièrement fort, il était déterminé à aider à sauver des civils. Elle le regarda avec une expression perplexe, se demandant probablement ce que ce type dépréciatif pouvait bien apporter. Han-Jun s'est alors lancé dans un plaidoyer passionné, insistant sur le fait que chaque coup de main était essentiel pour préserver des vies. Nana est clairement plus désireuse de partir que de s'engager dans un débat, elle soupire simplement et le laisse radoter. Avant qu'il ne s'en rende compte, Bam est déjà entré. Elle mentionne avec désinvolture qu'elle a entendu dire qu'il avait une fois sauvé un junior au nid d'araignée. Ce qui implique qu'il est une personne vraiment altruiste. Il répond poliment en remerciant. Mais dans son esprit, il réfléchit au fait que son seul motif pour avoir sauvé cet enfant était un gain personnel, tout comme maintenant il est ici uniquement pour le trésor. Les autres chasseurs commencent à se poser des questions. N'avons-nous pas stabilisé le donjon du pont de l'Arc-en-Ciel? Il y a 3 semaines. Pourquoi se déclenche-t-il à nouveau? Nana rejette leurs inquiétudes, expliquant que de tels événements sont assez courants. C'est précisément pourquoi ils doivent toujours rester vigilants et préparés. Leur rôle est de s'assurer que l'événement catastrophique d'il y a 15 ans ne se reproduise plus. 2 retours en arrière, une gratitude envers Han-Jun. À l'époque, plusieurs portes de donjons ont explosé simultanément. Il n'y avait pas assez de chasseurs dans le monde pour gérer la crise, des créatures monstrueuses erraient sans restriction.
Au milieu de ce chaos, la mère de Han-jun est tragiquement devenue une victime, écrasée sous une voiture. Pourtant, ce jour fatidique, Han-jun a également rencontré un être transcendant, quelque chose d'un autre monde. C'est alors qu'il a acquis son pouvoir ou sa malédiction. On ne sait toujours pas lequel. La voix mystérieuse n'a prononcé que « 20 ans », le laissant perplexe quant à sa signification, qu'il indique la durée de la compétence, sa durée de vie ou autre chose. Cependant, il sait qu'une marque sur son cou décompte ce temps sans relâche. Il est convaincu que cette entité est apparue uniquement à cause de la grande catastrophe. Peut être que la marque dure comme du verre est un compte à rebours annonçant l'arrivée de la prochaine calamité. Si c'est exact, il lui reste 5 ans. 5 ans. Pour devenir le chasseur le plus redoutable possible. De retour au pont, une explosion force les portes à s'ouvrir, les déchirant en grand. Des voitures sont projetées à travers l'air comme des missiles. Au milieu des ravages généralisés sur le terrain, les chasseurs sont dépassés. Ils ne sont tout simplement pas assez nombreux pour protéger les civils. Un petit gobelin se jette pour poignarder un enfant, mais l'enfant contre-attaque avec un coup d'épée précis à l'abdomen. Juste au moment où un autre gobelin s'approche furtivement par derrière, quelqu'un intercepte et le tranche en plein vol d'un coup rapide. Attends, ces deux-là ont réellement survécu à l'orque furieux de tout à l'heure. Ils sont bien plus résistants qu'ils n'y paraissent au premier abord. L'homme avertit le gamin riche et arrogant de se concentrer la prochaine fois, lui faisant comprendre qu'il ne risquera plus de le sauver. Apparemment, quand l'ORC était sur le point de les écraser tous les deux, il a protégé le garçon en le tirant hors de danger. Shinoda Satoru, visiblement ému, réfléchit à la façon dont ils ont frôlé la catastrophe. Cet homme m'a sauvé 2 fois maintenant, pense-t-il en demandant des renforts. L'homme répond que quelque chose ne va pas, mais de l'aide devrait arriver bientôt. Pour le moment, le plus intelligent est de traverser le pont et de joindre ses forces au renfort. Pas d'héroïsme solitaire avant leur arrivée. Pendant ce temps, un ours massif frappe sans relâche un camion. Cette bête est un monstre de niveau 190. Imposant et formidable derrière l'ours, Moore Grant demande avec anxiété si le camion peut résister à l'assaut. Tandis qu'Iri l'assure de ne pas s'inquiéter, car elle déploie ses capacités défensives maximales. Même une créature de niveau 400 aurait du mal à percer si facilement. Tout le monde regarde vers le ciel alors que des vaisseaux des forces du Grand Sage approchent. Attendez, non, les vaisseaux ne sont pas du Grand Sage. Moore Grant appelle Eagle en lui demandant s'il surveille la situation. Il s'avère que ce à quoi ils assistent en réalité est l'arrivée d'un dragon colossal nommé Kizanana. Prévient tout le monde de se préparer à l'impact imminent. La bête charge une attaque dévastatrice. Rassemblant de l'énergie avec férocité, une explosion retentissante percute directement le vaisseau, le secouant violemment. Tout le pont se brise et commence à s'effondrer. Attendez, où sont exactement les vaisseaux de la guilde? À en juger par la vue, ils planent au-dessus de la tête du dragon. Ou peut être que non, honnêtement, c'est déroutant. Un instant, nous sommes sur le pont. L'instant d'après, nous sommes de retour sur le vaisseau. La bête lâche une autre boule de feu, cette fois frappant le vaisseau sans équivoque, et plongeant tout dans le chaos. Des gens sautent dans les airs, plongeant au combat en plein vol. Nana a déjà atterri fermement sur le sol en contrebas. Un officiel annonce que l'association prend le contrôle. Ils semblent tous confiants, mais en réalité, ces personnages dégoulinent d'une aura de personnages secondaires, condamnés. Pendant ce temps, Nana s'enquiert d'un chasseur en particulier. Donc Han-jun. Parfois son nom coréen est utilisé, parfois son nom japonais. C'est déroutant. Mais Nana semble certaine que ce type ne tombera pas ici. Elle lance ensuite un sort de feu infernal qui ressemble étrangement à de l'eau, mais qui frappe néanmoins le boss en plein centre. Retour à Han-jun, il est en plein vol, se balançant habilement sur un fil de toile d'araignée attaché à un lampadaire. Comme un Spider-Man résolument ringard. Tandis que tout le monde tombe comme des mouches, ce type reste préoccupé par la réplication de l'épée légendaire du dragon. Les escouades de l'association avancent, progressant sur le pont. La tension monte parmi eux, alors qu'ils expriment des inquiétudes quant à la dangerosité de cette mission. Personne ne veut affronter Kiza, mais cela reste le chemin le plus rapide pour sceller le portail. Pendant ce temps, Han-jun se promène nonchalamment au milieu d'un champ de bataille jonché des restes déchiquetés de monstres. Ces créatures n'étaient pas particulièrement puissantes individuellement. Le véritable danger avec les loups réside dans leur comportement de meute implacable. À proximité, Shinoda Satoru tranche ses ennemis avec une détermination féroce, criant à plein poumon. Cependant, son camarade de tout à l'heure a subi une morsure aux côtes et a du mal à tenir le coup. Han-jun examine rapidement le champ de bataille, évaluant les sombres circonstances. Il conclut avec décision que ce n'est pas son problème. Il y a des questions plus urgentes qui exigent son attention.
Le grand combattant qui avait sauvé plus tôt le compagnon blessé crie à Han Jun de battre en retraite, avertissant que la survie ici est impossible sans un chasseur de haut niveau. Juste à ce moment-là, une patte colossale s'écrase sur le sol à proximité. Toute une meute émerge, des loups lunaires. Bien qu'ils ne soient que de niveau 15, leur nombre écrasant en fait une menace mortelle. Shinoda Satoru n'est être pas le héros principal ici, mais le courage de ce type est indéniable. Il crie que si son aîné a été blessé en le protégeant, alors il donnera volontiers sa vie en retour. À ce moment-là, Han Jun se souvient de l'époque où il a sauvé un chef d'équipe dans le donjon, araignée, et le voilà reparti, prêt à se jeter tête la première dans le danger. Un loup se jette directement sur Han Jun, les mâchoires grandes ouvertes, semblant sur le point de le mordre. Attendez, je pensais que Han Jun allait venir à la rescousse. Mais au lieu de cela, le jeune homme se retourne et décapite le loup sans effort. Un autre loup charge par derrière. Une fois de plus, le gamin tient bon et repousse l'attaquant. On dirait que Han Jun n'est vraiment pas désireux d'intervenir. Puis un troisième loup se jette vers la nuque du jeune homme. Finalement, le protagoniste arrive et plaque le loup en plein vol avec une puissante charge à l'épaule. Allez Han Jun, être apporté une arme appropriée la prochaine fois. Ouais, il vérifie avec urgence si le jeune combattant va bien. Le garçon affirme qu'il va bien. Mais il exhorte Han Jun à jeter un coup d'œil autour de lui et à constater la situation par lui-même. Malgré cela, le nombre de créatures qui pullulent dans la zone reste écrasant. Le gamin avertit Han Jun qu'il devrait fuir immédiatement. Même si ces monstres sont de bas niveau, leur nombre dépasse ce qu'ils peuvent gérer. Han Jun se contente de sourire et déclare que c'est un scénario idéal, taillé sur mesure pour ses capacités. À ce moment-là, le gamin qui se sent maintenant plus comme le jeune frère de Han Jun a l'air complètement perplexe. Han Jun sort un objet de son inventaire, mentionnant sa frustration antérieure de ne pas avoir pu le vendre, mais maintenant il est impatient d'expérimenter. Et de voir comment il se combine avec ses compétences. Soudain, les loups bondissent pour attaquer. Sitoru pousse un cri de terreur alors que la panique s'installe. À ce moment-là, Han Jun active une combinaison. Utilisant une compétence de troll plus V, il déclenche la technique massive de toile d'araignée qu'il avait habilement copiée sur le boss. Instantanément, les loups sont piégés, s'étouffant et se débattant sauvagement alors qu'ils se heurtent les uns aux autres. Ils finissent par s'emmêler dans une masse chaotique, comme des nouilles emmêlées dans une boulette de viande. En quelques secondes, un tas imposant de monstres immobilisés se forme, alors que Han Jun se tient calmement à proximité, gagnant des niveaux avec une confiance indéniable. Comme il l'avait prévu, une compétence d'immobilisation de zone s'avère exceptionnellement efficace contre un ennemi en essaim. Pendant ce temps, Sitoru est là, stupéfait, se demandant silencieusement qui est cet individu impressionnant. Il demande si Han Jun est affilié à l'association des chasseurs. Et Han Jun, ne mentant pas tout à fait, affirme, puisqu'ils étaient dans le même hélicoptère. L'homme blessé demande humblement à Han Jun de porter Sitoru en sécurité, pour l'empêcher de mourir, mais bien sûr, Sitoru refuse, affirmant qu'il n'abandonnera pas son aîné en aucune circonstance. Observant cette loyauté inébranlable, Han Jun est frappé par leur volonté de se sacrifier l'un pour l'autre, quelque chose qu'il admet qu'il ne ferait pour personne. Légèrement ému, il ouvre son inventaire, sort une potion et la tend aux deux hommes. Il explique que, bien que cela ne restaure pas complètement la capacité de l'homme blessé à se battre, au moins cela l'empêchera de mourir. L'homme blessé le regarde avec incrédulité, comme pour dire que cette potion coûte une fortune. Han Jun répond simplement, « Je veux vous voir vous en sortir. Emmenez votre aîné avec vous. » Seidaru est clairement conquis maintenant. Ce gamin est fou amoureux. Il devient émotif, remerciant Han Jun et se présentant comme Kang Seong. Note à moi-même, conservez les nouveaux noms coréens comme ceux-ci en coréen tout en conservant les anciens noms en japonais. Henjan ne montre aucun intérêt et commence simplement à s'éloigner. Mais il s'arrête brusquement et demande, « Avez-vous vu des chasseurs internationaux dans les environs ?» Il sait que ce sont eux qui sont en possession de cette épée légendaire. Pendant ce temps, de retour sur les lieux, l'énorme ours s'approche régulièrement du camion. Heurt l'affronte avec désinvolture, endormant sans effort la bête sans transpirer. Moore Grant admire son vaste arsenal de compétences non létales. Soudain, un projectile fonce vers eux. Il réagit instantanément, tranchant le projectile en plein vol avec une précision parfaite. Il murmure qu'il était inévitable que quelqu'un tente de voler l'épée. Au milieu du chaos, l'expression d'Iris change instantanément, sentant le danger. Un groupe masqué s'avance, avertissant que puisqu'il est assez perspicace pour le remarquer, il pourrait aussi bien remettre l'épée maintenant. Avant que Moore Grant ne puisse répondre, ils lancent leur attaque. Moore Grant augmente sa défense, criant qu'ils ne sont pas une proie facile.
Il y a une raison pour laquelle ils ont été chargés de protéger l'épée. Il ordonne à Aerys de reculer, mais charge lui-même. Bien sûr, Aerys l'avertit. Comme si tout le monde s'attendait déjà à sa mort imminente. Il se fige soudainement en pleine attaque, s'effondre à genoux, crachant violemment du sang, complètement déconcerté. Il a du mal à comprendre ce qui vient de se produire. Aerys révèle qu'ils ont utilisé une potion qui bloque l'absorption de mana. Ce qui signifie que toute tentative d'utiliser des compétences serait fatale. Le chef masqué les félicite, louant leur refus de jamais sous-estimer leurs adversaires. Aerys remarque que le recours à des objets interdits par l'association suggère un profond désespoir. Un cercle magique s'allume sur son doigt, alors qu'elle avertit que les choses vont devenir extrêmement inconfortables. Un ennemi se moque d'elle en tant que mage monolithe, lançant une boule de feu dans sa direction. Son attaque imprudente s'avère fatale. En une seconde, 30% de sa tête et de son épaule sont anéantis. Il s'effondre instantanément au sol, assommé. Le boss ennemi se jette en avant avec l'intention de s'emparer de l'épée. Pendant ce temps, leur groupe est rapidement décimé. Les ennemis sont jetés du pont et mis en pièces sans pitié. Le commandant masqué réalise soudain que quelque chose ne va pas. Aery n'a pas tué le monstre. Elle s'est contentée de le maîtriser en l'endormant. N'ayant pas d'autre option, le boss s'enfuit, laissant ses coéquipiers sans vie au sol. Et Morgrant comprend immédiatement la situation. Il réalise qu'il n'y a aucune chance d'endormir à nouveau le boss. Aerys confirme que son mana est épuisé, et que toutes ses actions précédentes ont simplement supprimé les capacités du boss. Morgrant murmure que, fidèle à sa conviction, un jour elle paierait le prix pour avoir refusé d'utiliser la violence. Elle sourit doucement et répond que cela pourrait être vrai, mais qu'il ne connaîtra pas ce sort. Avec un rugissement puissant, elle charge en avant, activant une poussée finale héroïque de force. L'homme crie désespérément, la suppliant de s'arrêter. Il a continué à charger directement sur l'ours sans hésitation. De toute évidence, le poison antimatière faisait toujours rage à l'intérieur d'elle, alors qu'elle crachait du sang sans relâche. Malgré son élan vers l'avant, elle était incapable d'absorber de l'énergie. Soudain, le monstre a bondi en avant, visant à la frapper avec une patte colossale. À ce moment précis, quelqu'un est intervenu en exécutant une manœuvre de contrôle plus V parfaite. Oh là là, juste au moment où j'étais impatient de découvrir ce qui allait se passer, le chapitre s'est brusquement terminé là, sur le champ. Je m'attendais à ce qu'il reconstitue son mana, afin qu'elle puisse rendormir la bête, mais au lieu de cela, il a enfermé le boss dans un énorme cocon de toile. Puis il l'a claqué au sol. Mais qu'est-ce que tu fabriques, mec? Cette capacité que tu as est incroyablement surpuissante. La bête ressemblait maintenant à une momie entièrement emballée. Une fois de plus, Han-Jun, son ami, était complètement stupéfait. Il a couvert notre gars d'éloges, le déclarant incroyable. Han-Jun a pour objectif de les évacuer rapidement tous les deux. Mais cela s'est avéré plus compliqué que prévu. Il a demandé s'ils allaient bien, et s'ils étaient affiliés à l'association. Aerys avait l'air perplexe, être incapable de comprendre sa langue. Morgrant s'est levé brusquement et a immédiatement demandé si Han-Jun était venu voler l'épée. Han-Jun, le célèbre roi du mensonge, on leur a assuré qu'il était là pour protéger l'épée. Naturellement, ils hésitaient à faire confiance à un étranger immédiatement après avoir été pris en embuscade. En observant la scène, Han-Jun a finalement compris ce qui était arrivé à ceux qui avaient poursuivi l'épée. Et oui, échapper à cette épreuve sans être mis en pièces serait un véritable miracle. Puis Shinoda Satoru a sorti leur registre de chasseurs et a demandé pourquoi les sauveteurs étaient traités comme des criminels. Han-Jun a ressenti une montée d'excitation. Enfin, ce gamin se révélait vraiment utile. Le timing ne pouvait pas être plus parfait. Han-Jun a récupéré 2 potions de mana et les leur a tendues, les exhortant à boire immédiatement. Il était clair que leur état se détériorait. Ces potions avaient coûté d'innombrables runs de donjon, mais Han-Jun était prêt à tout risquer pour progresser vers l'épée. À court d'alternatives, les deux ont accepté les potions à contre-cœur. Après une brève pause remplie d'hésitation, il a finalement accepté. Pendant ce temps, Aerys gardait son regard fixé intensément sur le boss. Davantage de vaisseaux de l'Alliance sillonnaient le ciel au-dessus d'eux. Finalement, les guildes restantes ont commencé à arriver sur les lieux. Le combattant costaud a fait remarquer que pour l'instant, il tenait bon. Cependant, les nouveaux arrivants devraient encore affronter le boss qui se profilait devant eux. Alors qu'elle sprintait sur le dos du monstre, elle a crié que le boss était sur le point de passer à la phase 3 avec l'arrivée de toutes les autres guildes. La priorité absolue est passée à l'évacuation de tous les civils vers la sécurité. Soudain, quelqu'un a demandé quand il serait enfin libre de poursuivre ses propres désirs.
Un homme tatoué avec des lunettes a interpellé Nana nonchalamment. Il a dit « Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Je suis Sakiyama Shinoda Satoru, mage noir de niveau 503. » Ce type avait vraiment le sens du spectacle. Nana, la douce et innocente, se demandait pourquoi il était là. Il a juste haussé les épaules et a répondu « N'est-ce pas évident? » Elle l'a averti de ne pas continuer, mais il était trop tard. Un cercle magique massif s'était déjà matérialisé sous lui. Alors même qu'il prenait forme, elle a plaidé, désespérément avec lui de ne pas aller au bout du sort, craignant que s'il ne parvenait pas à tuer le boss, les choses allaient prendre une tournure radicale pour le pire. L'homme a raillé, expliquant que sa tendance à s'inquiéter pour des questions insignifiantes l'empêcherait de jamais progresser. Pendant ce temps, il prévoyait de vaincre la créature en solo et de récupérer une douzaine de butins rares. Soudain, une décharge d'éclairs noirs a éclaté, enveloppant le boss dans un tourbillon, de tempête d'énergie ardente qui l'a entraîné vers le ciel. Nana a crié d'urgence, exhortant tout le monde à fuir immédiatement. Sans prévenir, le sol sous leurs pieds a commencé à s'effondrer. Le pont a cédé une fois de plus, envoyant tout s'écraser vers l'abîme en contrebas. Han-Jun est soudainement apparu avec une expression innocente. Au moins, il avait survécu, ce qui était déjà quelque chose. Il a même utilisé sa capacité de toile pour sauver les 4 compagnons qui avaient failli tomber. Mais au moment où il est monté jusqu'à Bam, il s'est retrouvé face à face avec les énormes mâchoires du boss. Il s'est demandé si la créature était morte, ou si quelqu'un l'avait déjà capturée. À ce moment-là, Masato est apparu et a fait remarquer que pour un chasseur de bas niveau, Han-Jun avait déjà accompli beaucoup de choses. En apercevant l'emblème sur sa poitrine, Han-Jun a instantanément reconnu Masato comme un membre de Future Guild, l'une des 3 meilleures guildes du pays. Faisant preuve d'un courage remarquable, Henjin a même demandé à Masato pourquoi il n'aidait pas à l'évacuation des civils. Je m'attendais pleinement à ce que Masato réplique durement, en pensant quelque chose comme « Pour qui te prends-tu, Rookie ?» Au lieu de cela, Masato a calmement expliqué que les civils avaient déjà été évacués. Pendant ce temps, Kiwashi est apparu à peine conscient, son état étant grave. Il s'est approché de la toile d'araignée, sincèrement impressionné, admettant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit utilisée de cette façon. Soudain, toutes les toiles de Han-Jun ont commencé à disparaître. Au même moment, le boss ressemblant à un ours a été impitoyablement mis en pièces. Naturellement, Han-Jun était terrifié. Après tout ce que Masato a fait, c'est de donner un coup de doigt, mais, puisque c'est Han-Jun qui a réussi à l'immobiliser, il commence à gagner des niveaux à une vitesse étonnante. De plus, il reçoit une récompense pour avoir vaincu l'ours. Masato entend les carillons de niveau supérieur et demande si c'est Han-Jun qui a maîtrisé la bête. Surpris que Han-Jun ait réussi, Masato ne s'attendait pas à ce que ce soit lui qui s'excuse d'avoir volé le kill. Il laisse tomber nonchalamment une griffe sur le sol en disant que Han-Jun peut la garder après tout. Voler ne fait pas partie de ses responsabilités. Han-Jun est sur le point de répondre quand Bam Nana apparaît soudainement en criant son nom. Elle est visiblement soulagée et joyeuse. Simplement heureux qu'ils soient toujours en vie, remarquant leur familiarité, Masato en déduit que Han-Jun doit être affilié à l'association. Et à chaque instant son opinion du gamin diminue encore. Nana demande s'il s'est passé quelque chose et Han-Jun minimise en disant que maintenant rien d'important. Puis elle demande de l'aide pour déplacer la créature, le laissant perplexe. Ne serait-il pas plus simple de la tuer? Elle explique qu'une fois que le boss entre dans la phase 2, il deviendra incontrôlable, se déchaînant sans pause, ce qui est pire. Étant donné sa taille massive, il pourrait même déclencher une phase 3, ce qui signifierait essentiellement la destruction totale de toute la ville. Tandis que Han-Jun assimile cette information, son regard reste fixé sur la bête. Soudain, l'œil du monstre s'ouvre brusquement, se fixant sur eux avec une concentration inébranlable. Nana est terrifiée mais Masato est ravi, s'exclamant qu'il est enfin sur le point de recevoir une plus grande récompense. Curieusement, Nana se tourne et exprime sa confiance que Han-Jun survivra à la rencontre. Pendant ce temps, Masato surnommé 4U rejette cette idée, affirmant que Han-Jun est condamné et exhorte tout le monde à se concentrer sur le boss. Sans hésitation, ils se lancent tous les deux sur la bête tandis que Nana crie à Han-Jun de fuir. Han-Jun ramasse une corne par terre, admettant qu'il n'avait pas l'intention de l'utiliser. Cependant, il réalise qu'il doit prendre le contrôle de Kasha avant que ces deux-là n'en aient la chance. « Excusez-moi. Mais mes amis sont soudainement devenus beaucoup plus audacieux. » Sitaru, toujours le supporter enthousiaste, réapparaît en demandant pourquoi il est revenu. Pendant ce temps, Eri surveille de près les environs de la toile. Quand Han-Jun lui confie qu'il a besoin d'une faveur, la gravité de la situation devient claire. Kurish est sur le point d'atteindre la phase 3.
Et ce faisant, il déclenchera une attaque dévastatrice sur Eris qui pourrait tout anéantir. S'il réussit, d'innombrables vies seront perdues et l'épée disparaîtra également. Pour éviter cette catastrophe, il a besoin d'emprunter l'épée temporairement. Pour vaincre le boss et arrêter la destruction, il lui assure qu'il rendra l'épée immédiatement après l'avoir utilisée. Et seulement une fois qu'il en aura fait une copie, malgré ses nombreuses explications, Eris reste peu convaincu, insistant sur le fait que c'est une requête impossible, le camion ne peut pas être ouvert, parce que cela nécessite une énorme quantité de mana. À l'heure actuelle, il manque simplement du mana nécessaire pour le faire. Moore Grant sent quelque chose. Eris n'a pas refusé catégoriquement. Il a dit que c'était impossible seulement parce qu'ils n'ont pas assez de mana. Et s'il y a bien une chose dont Han-Jun est capable, c'est de fournir du mana immédiatement. Han-Jun commence à la submerger de mana, laissant R déconcerté et demandant quelle est cette étrange sensation qui la traverse. Il plaisante rapidement en lui disant de ne pas rendre ça gênant. Grâce à cela, le puissant saut sur le camion se dissout. Sans trop d'efforts, Han-Jun saute à l'intérieur en criant sa gratitude et en jurant d'honorer sa promesse. Naturellement, Moore Grant est anxieux. Soit Han-Jun s'enfuit avec l'épée, soit il meurt en la maniant, les deux issues étant terribles, mais Eris a foi en lui. Surtout depuis qu'il a choisi de maîtriser l'ours. Au lieu de le tuer, mais ce n'est pas parce que Moore Grant apprécie quelqu'un que cette personne mérite votre confiance. Enfin, Han-Jun ouvre en grand la porte du camion et entre pour saisir l'épée mythique. Naturellement Bam, l'un des voleurs, apparaît silencieusement juste derrière lui. Sans hésitation, Bam plonge une lame profondément dans l'abdomen de Han-Jun. Ses deux coéquipiers crient désespérément d'en haut. Pendant ce temps, les deux voyous de niveau 100 restent figés comme des PNJ sans vie. Et Jun s'effondre à l'intérieur du camion, s'affaissant comme des déchets jetés. Le voleur sourit maniaquement alors qu'il ouvre la boîte, triomphant d'avoir enfin l'épée. Mais alors que Han-Jun sombre dans l'inconscience, sa capacité de toile s'arrête brusquement. Soudain le camion se détache du bord du pont et plonge dans la rivière en contrebas. La capacité contrôle plus V de comeback pourrait-elle s'activer dans ce moment critique? Sans prévenir, Han-Jun se matérialise derrière le voleur une fois de plus, silencieusement. Il tranche avec force dans l'épaule du voleur, l'homme s'effondre comme un sac d'ordures. Et finalement l'épée repose dans la main de John. Son premier réflexe est de tenter la commande de copie CTRL plus C sur l'épée mais une erreur s'affiche. Niveau d'utilisateur trop bas pour dupliquer cet objet, comme il s'y attendait. Il n'y a tout simplement aucun moyen de copier une épée légendaire déjà au niveau 30. Épée légendaire de niveau 30 en main, la copier est hors de question. Avant que Han-Jun ne puisse réagir, l'homme qui l'a poignardé plus tôt se relève et replonge sa lame dans le dos de Han-Jun. Sérieusement, cet adversaire possède-t-il à la fois les capacités CTRL plus C et CTRL plus V également? L'homme se régénère à un rythme étrange, presque comme un être surnaturel. À l'horreur de Han-Jun, l'attaquant tend à nouveau la main vers l'épée, cette fois. Il est clair qu'il a l'intention d'en finir pour de bon. Déjà accablé de douleur, Han-Jun se demande désespérément si son contrôle plus sa capacité V est toujours actif. Une notification système de Dagon apparaît, déclenchée par l'absorption d'une compétence d'épée légendaire. Elle améliore la défense de 35%, octroie du vol de vie et active même un mode berserker. Puisque la santé de Han-Jun est tombée à 25%, le système le bascule automatiquement en mode berserker. Pendant ce temps, sur le pont, Kodachi se prépare à lancer une autre attaque massive. Masato et Nana luttent férocement, ils parviennent à peine à tenir la ligne. Soudain, un objet jaillit du centre du pont. Avant que le projectile ne termine sa course, il est proprement tranché en deux. Impossible, c'est forcément notre gars. Le système confirme que Keza a été vaincu. Et le donjon nettoyé, bien sûr, il n'a pas réussi à reproduire la puissante épée qui augmente votre niveau de 230. Mais au moins, il a réussi à copier ses compétences. De retour au quartier général de l'association des chasseurs, tout le monde est en effervescence à cause de l'incident du pont. Même si la crise s'est terminée en moins de 2 heures, les médias continuent d'être inondés de critiques. Une station de guide touristique à Fukuoka, le président de l'association des chasseurs du Japon, un prêtre de niveau 570, éteint la télévision et jure de lancer une enquête approfondie sur la façon dont Kesa a été vaincu. Non loin de là, Takuchi-gu arrive, le corps couvert de tatouages, comme Anna Mike Tyson au niveau 701. Il exprime sa curiosité, se pointant à une fête où vous ne connaissez personne. Signifie que vous devez rencontrer tout le monde. Le prochain à arriver est Shinoda Makoto, niveau 610, un guérisseur d'une autre guilde. On dirait que ça se transforme en un sacré rassemblement. Il semble qu'une guerre de territoire est sur le point d'éclater pour les droits de cultiver ce donjon qui appartient techniquement à Great Sage.
À la guilde Bruno, l'équipe de Nana ne peut s'empêcher de remarquer Nanase faisant une impression audacieuse, se pavanant avec assurance dans ce costume, et embrassant une personnalité de femme d'affaires à part entière. Soudain, l'imposant Monsieur Tattoo Mike Tyson est entré en se pavanant, débordant d'arrogance alors qu'il accusait sa guilde d'avoir bâclé le confinement de la créature. Nana expira profondément. Avant de frapper violemment la table avec sa main, toute la pièce s'est tendue. Elle n'avait pas juste frappé. Elle a brisé toute la table de conférence d'un seul coup. Masato a instinctivement levé une barrière magique, se préparant à éviter d'être empalé. Tout le monde a échangé des regards inquiets, remettant silencieusement en question sa santé mentale. Spoiler alerte, elle était tout sauf émotionnellement stable, même Takuchi a semblé perdre son sang-froid sous la tension croissante. Juste à ce moment-là, une voix a crié son nom. Brisant la tension, c'était le chef de l'association qui s'est avancé pour appeler au calme, offrant des excuses au nom de Nana. Takuchi a averti que, si Nana continuait ce comportement imprudent, cela pourrait lui coûter la vie, déroutant étant donné que son niveau était supérieur à 700. Alors que le sien dépassait à peine 200, il est clair que les niveaux de puissance ne disent pas toute l'histoire. L'ignorant complètement, Nana s'est levée et a déclaré qu'elle expliquerait personnellement ce qui s'est passé sur le pont. Pour faire bonne mesure, elle a noté que Takayashi était également présent, afin qu'il puisse servir de témoin. Hakuchi a répondu vaguement, admettant qu'il n'avait vu aucune récompense impressionnante, et n'était pas certain de l'authenticité du meurtre. Le chef a cherché à désamorcer la situation, suggérant diplomatiquement que l'implication de Masato avait probablement contribué à limiter la destruction. Des applaudissements maladroits ont résonné dans la pièce. Pendant que Masato saisissait silencieusement, il était clair qu'il lui manquait une information cruciale. Alimenté par la colère, il a juré de faire payer Nana pour l'embarras qu'elle lui avait causé. Et naturellement, il était déterminé à se venger de quiconque avait volé son meurtre de Kasha. Notre gars bien sûr, personne ne comprend pourquoi il est si furieux. Mais Nana jure d'enquêter personnellement sur chaque détail de ce qui s'est passé dans le donjon. Elle prévoit d'interroger chaque guilde qui a retardé ses renforts. Elle se tourne avec assurance et s'éloigne en déclarant l'affaire close. Juste à ce moment-là, Moore Grant et Eris entrent dans la pièce en annonçant qu'ils ont découvert des détails supplémentaires sur l'incident. Moore Grant révèle qu'au milieu du chaos, l'épée légendaire a été volée. Il souligne la nécessité d'une coopération totale et remet un dossier contenant une demande officielle de l'association internationale. Takuchi remarque avec scepticisme qu'il avait entendu dire que l'association internationale étaient en fait ceux qui avaient initialement décelé l'épée. Iris le confirme, expliquant qu'ils avaient l'aide de 2 chasseurs nommés Sono Hanjun et Shinoda Satoru. La révélation provoque un certain émoi parmi toutes les personnes présentes. Attendez, Hanjun, notre propre Hanjun, est toujours vivant et impliqué dans l'épée. Aux côtés de son acolyte, tout le monde se démène pour découvrir qui est vraiment ce Hanjun. Le chef admet connaître Shinoda Satoru, mais avoue son ignorance au sujet de ce personnage de Hanjun. Pendant ce temps, Nana se mord la langue, pleinement consciente de qui est exactement ce scélérat. Masato s'assoit à côté d'elle, souriant largement, anticipant avec impatience sa chance de se venger. Il se tourne vers Eris en demandant si elle fait référence à l'individu qui maniait la compétence de toile d'araignée reine. Il mentionne qu'il a vu le jeune combattant lutter pendant la bataille. Mais certain qu'il appartenait à l'association, il se souvient également avoir vu Nana converser avec lui. Ailleurs, quelqu'un examine l'épée attentivement et demande « Est-ce l'épée de Kalisha que vous avez réussi à voler ?» Un homme de niveau 300 nommé Kurasaki Takumi. Takumi la regarde, complètement stupéfait, donc. En plus d'être une épée qui augmente instantanément votre niveau de 200 juste en la tenant, oh regardez-vous, déjà niveau 101. Vous, petit filou astucieux, Kurasaki Takumi remarque dépenser des millions pour faire s'effondrer le donjon. Et forcer le boss à apparaître valait absolument la peine, même le type avec le masque a l'air déconcerté. C'est lui qui a causé tout ce chaos. Kirisaki exige de savoir pourquoi il a fini par perdre tous ses camarades dans le processus. Immédiatement l'homme vaincu s'effondre à genoux, s'excusant, et révélant qu'ils ont rencontré un étrange individu qui est maintenant mort. On peut dire que ce malheureux a involontairement divulgué des détails cruciaux sur l'incident. Il n'a aucune chance de s'en sortir vivant. Une mallette remplie d'argent repose sur le sol. Et Kurasaki Takumi lui dit de la prendre et de vivre sa vie comme il le souhaite. L'homme célèbre comme s'il avait gagné à la loterie, mais chaque billet dans cette mallette scelle probablement son destin d'être éliminé. Kurasaki demande nonchalamment s'il prévoit de vendre des informations sur l'épée une fois qu'il sera parti. L'homme se lève brusquement en insistant « Hors de question que je trahisse ce genre d'informations ». Il commence à reculer, tout en fulminant que le chef a toujours été un traître, ayant l'intention de tous les tuer dès le début. À ce moment-là, Kurasaki Takumi le tranche.
l'avertissant qu'il vaut mieux garder ce secret. Il ne veut clairement pas que des visiteurs indésirables se présentent à sa porte. Le malheureux s'écrase violemment contre le mur et est horriblement déchiré, fendu en deux. Alors oui, tous ceux qui ont douté de moi, vous feriez mieux de me remettre votre argent maintenant. Juste un coup de lame réduit la durabilité de l'épée de 10 à 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela signifie qu'il ne lui reste qu'environ 4 coups au maximum. Dans la scène suivante, Arglas apparaît discrètement et murmure, lui rappelant que c'était un cadeau. Brusquement, Han John se réveille dans son lit submergé par la panique. Il ressent une chaleur brûlante, là où se trouve la marque semblable à un tatouage sur son cou. Il se demande si cette marque maudite s'embrase une fois de plus. Soudainement, Shinoda Satoru, le fauteur de troubles absolus, bondit en avant et l'embrasse fermement, et s'exclame combien il craignait que Han Jun ne soit mort. Shinoda Satoru commence à bavarder sur un assaut océanique massif qui a anéanti le boss. Un autre homme tout aussi échevelé dans la pièce demande s'ils étaient près du pont. Tandis que Han Jun devient de plus en plus exaspéré par la conversation, se levant de son siège, il remarque que l'homme est inexplicablement énergique pour quelqu'un qui a failli affronter la mort. Il part se reposer, mais l'homme sur le lit commente que, malgré son apparence rude, le jeune homme voulait sincèrement aider. Il s'avère que Shinoda Satoru est celui qui a sauvé Han Jun. Avant que Nana et les autres n'arrivent, alors la mémoire de Han Jun s'éveille. Il se souvient que son chef de guilde est Shinoda Makoto, et ce gamin est Shinoda Satoru. Cependant, il rejette rapidement l'idée. Il est impossible que ce type à l'air fragile soit lié à cette personne. Coupe à la direction de l'association des chasseurs. Nana demande si le personnage principal est vraiment mort. Mo Grant confirme le fait en hochant la tête. Nana ne semble pas particulièrement choquée. Elle répond avec désinvolture qu'il n'est pas rare que les chasseurs perdent la vie. Le chef de l'association mentionne qu'ils ont contacté plusieurs guildes pour aider à récupérer l'épée. Eris ajoute qu'ils auront besoin de chasseurs hautement qualifiés. Puisqu'elle a déjà localisé l'épée, le chef dit à Eris qu'elle est impressionnante. Il savait que son équipe était compétente, mais ne s'attendait pas à une capacité aussi exceptionnelle. Il a été surpris qu'ils connaissent déjà l'emplacement de l'épée. Elle a expliqué que l'épée émet une signature énergétique distinctive qu'elle peut sentir de manière unique. Nana a mentionné qu'avant les événements récents, personne n'avait de renseignements fiables sur l'épée, ce qui la rendait facile à détecter si quelqu'un l'avait volée. C'est précisément pourquoi ils ont confié l'épée à la jeunesse de Han Jun. Eris a rapidement averti que la durabilité de l'épée était limitée à 10 points, dont plusieurs avaient déjà été épuisés, avertissant qu'elle pourrait bientôt se briser de manière irréparable. Disparaissant avec le seul indice permettant de localiser sa mère, qui a disparu il y a 15 ans, les deux ont été visiblement déconcertés par cette révélation. Nana a produit un dossier expliquant. Elle n'était pas la seule à enquêter sur leurs antécédents. Elle savait qu'Eris s'accrochait à l'épée parce qu'elle représentait son dernier espoir de retrouver sa mère disparue. Brusquement, Eris s'est levée de son siège. S'attendant à un éclat de colère, Nana a été surprise quand Eris a plutôt calmement demandé son aide. Insistant sur le fait qu'ils doivent empêcher l'épée de disparaître, coupe au couloir où Nana, la femme d'affaires à l'esprit vif, arpentait pensivement les couloirs, sentant que les deux dissimulaient des informations vitales. De plus, la notion de la mort du chasseur Han Jun ne collait pas tout à fait. Il n'a jamais semblé être quelqu'un qui abandonnerait simplement. Juste à ce moment-là, Shinoda est apparue, demandant pourquoi son humeur avait l'air si aigre. Elle a rejeté la question d'un geste de la main, la renvoyant en demandant ce qui l'avait amené là. Il insiste sur le fait qu'il est temps pour elle de retourner à la guilde des sages. À en juger par son ton assuré, cet homme doit être le maître de guilde et probablement lié à Shinoda Satoru. Après tout, il s'appelle Shinoda Makoto. Et le nom du garçon est Shinoda Satoru, répond Nana, soulignant que le nombre de donjons augmente rapidement. Et les chasseurs sont victimes à un rythme alarmant. Pendant ce temps, les guildes rivales négligent leurs devoirs, se concentrant plutôt sur leur transformation en entités corporatives qui capitalisent sur la célébrité et les profits. La récente catastrophe du pont a exposé leur manque de préparation. Alors qu'une action décisive était cruciale, renforçant la décision de Nana de ne pas revenir, elle a trop de responsabilités à gérer au sein de l'association. Et puis met fin brusquement à la conversation. Attends, donc elle est la sœur de Shinoda Satoru et cet homme est son père? Toute la famille s'en mêle. Tout ce qui manque maintenant, c'est un gendre. Et je connais justement le type qui pourrait remplir ce rôle. Makoto glousse doucement, lui conseillant de ne pas être aussi sérieuse tout le temps. Mais il lui suggère de passer à l'hôpital avant de rentrer. En parlant d'hôpitaux, revenons à Han Jun. Mon gars a déjà atteint le niveau 76, sérieusement, il domine le jeu de l'ascension de niveau en ce moment. Bien qu'il n'ait pas pu répliquer l'épée, les compétences qu'il a acquises compensent largement, en particulier le redoutable mode berserker. Ce mode lui a sauvé la vie.
Non seulement l'épée Moore lui a accordé une augmentation de puissance temporaire de 200 niveaux. Le mode Berserker a effectivement doublé toutes ses stats. C'est ainsi qu'il a réussi à trancher un monstre de niveau 400, s'attirant une récompense remarquablement intrigante. Il s'avère que Han Jun a assimilé la capacité d'onde de choc de Quishi. Le système a ensuite mis à niveau cette capacité, la transformant en un tout nouveau talent appelé fréquence résidente. De plus, sa compétence toile d'araignée est passée au niveau 2. Cette amélioration signifie que lorsqu'il l'active, il peut désormais combiner de manière transparente onde de choc et vol de vie simultanément. Donc oui, notre gars dans l'ascenseur est vraiment confiant. Il empile plusieurs compétences sans effort, elles synchronisent naturellement leur sens. Oh, attendez, regardez ça. Sa fenêtre de statut indiquant niveau 66 plus buff de 200 est réapparue à l'écran pour toute l'équipe. J'espère que le monteur l'a réellement inclus. Ce petit gremlin a intérêt à avoir fait ce que je lui ai dit. Quand j'ai dit qu'il avait copié l'effet de l'épée, je voulais dire plus que les compétences. Il a également reproduit le buff de 200 niveaux, ce qui explique pourquoi il déchire l'ascenseur comme une véritable élite. S'identifiant comme un chasseur de niveau 276, soudain une voix familière crie à travers le hall de l'hôpital, « C'est Nana !» Grondait quelqu'un sévèrement pour ne pas avoir évacué après ses avertissements concernant le danger. Notre gars se baisse instinctivement. Il n'avait aucune idée qu'elle avait un côté aussi féroce et ce qu'elle faisait même ici à l'hôpital. Il s'avère qu'elle réprimande Shinoda Satoru qui l'appelle Winnie Chan grande sœur, et lui reproche de ne pas avoir éliminé le monstre correctement. C'est alors que Han Jun relie enfin les points. Son nom est Nana Shinoda. Tout le monde ici est un Shinoda, bon sang. Maintenant, tout s'éclaire. Pourquoi le type fort était si désireux de garder Shinoda Satoru en vie? Et pourquoi Nana est si prompte à défendre ce gamin, Rex? Puis elle a demandé à propos de Han Jun, voulant savoir s'il était présent ici. Notre protagoniste reste instinctivement caché, ayant prétendu appartenir à l'association à son arrivée. Personne ne soupçonne qu'il n'est qu'un obscur membre soi-disant faible de sa guilde. Alors qu'il tente une évasion discrète, il entre en collision inattendue avec quelqu'un. Ah, donc tu es toujours en vie. Oh non, c'est Moore Grant. Moore Grant le qualifie de voleur d'épée. Juste le pire timing imaginable. Notre héros essayait de s'éclipser inaperçu. Mais maintenant, Moore Grant est impatient d'une revanche. Moore Grant l'attrape par le col, le claquant contre le mur. Calme-toi, dit-il, bien qu'il sache déjà qu'il n'y a pas d'épée. Moore Grant exige de savoir pourquoi Han Jun a prétendu faire partie de l'association. Han Jun tente une explication. Mais Moore Grant le coupe, l'accusant de collaborer avec les voleurs. Soudain, Han Jun réalise que Moore Grant est déraisonnable. Moore Grant invoque une épée à travers un portail. Prêt à frapper. Juste à ce moment-là, Eris arrive en criant pour qu'il s'arrête, avertissant que de telles attaques ne sont pas autorisées ici. Mais Moore Grant, furieux, insiste sur le fait qu'il ne se reposera pas tant que le gamin ne sera pas mort. Attends Blondie, mets en garde quelqu'un. Notre héros a définitivement besoin d'une stratégie d'évasion rapide à l'heure qu'il est. L'énergie ambiante monte en flèche. Fréquence résidente activée. L'épée de Moore Grant se brise instantanément. Nana et Shinoda Satoru, à proximité, entendent chaque mot et chaque mouvement. La mâchoire de Nana se décroche d'incrédulité. Attends, notre protagoniste a la capacité de Koichi? La scène se déplace brusquement vers ce qui ressemble à une scène K-pop vibrante. Une fille danse énergiquement, la sueur faisant briller ses abdominaux toniques visibles. Alors qu'une foule d'admirateurs fervents acclame. L'instant d'après, elle monte précipitamment dans une voiture qui l'attend. Son nom est Arita Sara, membre d'un groupe d'idoles. Mais attendez, est-elle aussi une chasseuse? Ils n'ont même pas encore révélé son niveau. Elle fait ses adieux à ses amis admirés. Puis elle saute dans sa Ferrari et s'éloigne à toute vitesse. Les filles commencent à chuchoter, spéculant si elle est riche grâce à une famille célèbre. Et se demandant pourquoi elle conduit une Ferrari, Sarah accélère agressivement à l'approche d'un virage serré, elle manque de s'écraser contre une Jeep dans le virage. Il pile juste à temps pour éviter une collision, se penchant par la fenêtre, elle crie. « Regarde où tu vas », l'autre conducteur sort du véhicule. Oh non, c'est Kurasaki Takumi, le voleur d'épée longue en personne. Sarah se tait immédiatement, elle le reconnaît clairement alors qu'il laisse tomber nonchalamment une épée sur sa Ferrari comme s'il se débarrassait de courriers indésirables. Faisant référence au concert, il dit « J'espère bien parce que maintenant nous allons dans un donjon. Si tu le veux bien, les choses peuvent redevenir comme avant, bien que leur histoire ne soit pas claire. » Elle est visiblement mécontente de le voir, la scène revient au bâtiment.
Où Han-Jun frappe Moore Grant avec une puissante onde de choc. Malheureusement, l'endroit est complètement désert maintenant, ils sont arrivés trop tard. Nana demande si cela signifie qu'ils devront attendre la prochaine utilisation des épées pour la retrouver. Le silence gêné en dit long, oui c'est le cas. Alors notre gars crie tour de sang, la phrase prononcée par l'homme qui l'a poignardé alors qu'il était inconscient. Mais personne ne semble savoir ce que cela signifie, il s'agit probablement d'une organisation secrète de l'ombre. Moore Grant devient anxieux, avertissant que l'épée ne durera pas beaucoup plus longtemps. S'il continue à perdre du temps, Nana le rassure en disant qu'elle connaît quelqu'un qui a des informations privilégiées sur tous ces groupes secrets. Une jeune fille rampant sur le sol porte un pouvoir qu'elle a reçu d'une entité mystérieuse il y a 15 ans au début. Elle croyait qu'elle était juste une autre chasseuse éveillée. Mais elle a vite découvert que sa capacité était bien plus énigmatique qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Es-tu prête? Elle possède le pouvoir de contrôle plus Z, exactement la capacité d'annuler ses erreurs. Maintenant, je suis curieux de savoir qui d'autre pourrait avoir l'équivalent de Alt plus F4. Bien que je suppose que ce raccourci ne fonctionne qu'une seule fois, la première chose qu'elle a faite a été de commencer à acheter des tas de déchets et à les restaurer pour les revendre. Même si sa capacité n'était pas techniquement une compétence de guérison, elle a réussi à gagner une fortune simplement en réparant des objets pour les autres. Il est donc clair que son pouvoir n'est pas lié à la guérison, mais plutôt à ramener les gens à un état antérieur. C'est logique, mais maintenant je me demande, sa capacité a-t-elle des limites? Que se passe-t-il réellement lorsqu'elle l'active? La petite fille s'est lancée à corps perdu dans tous les efforts pour gagner de l'argent. Parce que ses parents étaient hospitalisés. Et dans un état critique, elle a tenté de les rétablir en pleine santé. Mais le problème était qu'elle manquait de mana. Avec le mana qu'elle avait, elle ne pouvait guérir que des blessures mineures. Elle a donc commencé à chercher des moyens d'augmenter ses réserves de mana. Elle s'est aventurée dans des donjons en tant que porteur et chaque fois que quelqu'un était blessé, elle se faisait passer pour une guérisseuse pour apporter son aide. Le hic c'est que ceux qui s'éveillent avec des capacités latentes, au lieu de devenir de vrais chasseurs, sont confrontés à des défis bien plus importants pour survivre dans les donjons. Un jour, elle a demandé un peu de mana à un homme qui était en gros un gojo bon marché. Il a répondu sarcastiquement, se demandant pourquoi elle suppliait toujours. Évidemment, être une fille solitaire dans les donjons signifiait que des hommes douteux en profitaient souvent, et tentaient des choses inappropriées. Il n'avait jamais prévu qu'elle les couperait proprement en deux. Puis quelqu'un entre avec intrigue, se révélant n'être autre que le tristement célèbre serpent. Kurasaki Takumi apparaît et oui, c'est indéniablement Erita Sara, l'idole que nous avons vue plus tôt. Il jette des cadeaux partout dans sa maison comme si c'était Noël. Puis il demande où sont passés tous ses gains, il se moque de son endroit comme étant pathétique. Pourtant, elle a une montagne de champagne derrière elle, mangeant des sushis d'une application de livraison, on s'y retrouve, n'est-ce pas? Je suis fauché aussi, Kurasaki Takumi. Elle rétorque en le critiquant pour avoir suggéré qu'il est étrange pour une idole de commander des plats à emporter 3 fois par jour, puis elle répond elle-même à sa question. Elle se fait plaisir quand elle le souhaite. Et si elle prend du poids, elle appuie simplement sur CTRL plus Z. Elle redevient rapidement attirante, il avait supposé qu'elle avait toujours été ainsi, surtout depuis 15 jours. Elle a volé le bouclier d'un mourant pour le vendre, il est convaincu qu'elle partage sa nature impitoyable une fois de plus. Elle a clairement l'air mécontente d'avoir affaire à lui, elle lui dit sans détour qu'elle se fiche de ce que ce travail implique. Mais elle veut savoir pourquoi ce doit être un donjon cette fois, pourquoi ne pas simplement lui apporter le mana comme d'habitude. Puis il révèle l'épée Calicios, expliquant qu'il a besoin qu'elle la traverse en rampant, bien sûr, c'est difficile et le coût en mana est énorme. Il la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, ce sera son tout dernier donjon. Surprise, Arita Sara demande s'il a enfin découvert l'objet générateur de mana infini légendaire, il répond non mais dit qu'il y a de fortes chances qu'un tel objet apparaisse bientôt. Et il lui demande d'entrer dans le donjon une dernière fois, honnêtement, on a l'impression qu'elle est sur le point de réparer cette épée. Pour ensuite rencontrer sa fin peu de temps après, coupe à un aperçu du monde futur, notre protagoniste Han-Jun et Nana y arrivent et, il trouve étrange que ces personnes semblent posséder des connaissances dépassant même les meilleures guildes. Nana révèle qu'en matière de renseignements sur les donjons et de stratégie pour les éliminer, personne n'a de meilleures informations que cet individu. À l'intérieur de la salle de conférence, c'est Masato, oui, l'homme sûr de lui avec la cicatrice discute. Comme prévu, le légendaire générateur de mana infini, dans cette réalité, le mana infini est aussi courant qu'un jour de semaine banale. Comme au cet ancien code de triche cassé encore, Nana note qu'à sa connaissance. Cet artefact apparaît occasionnellement comme récompense dans le donjon de la montagne enneigée des golems. Bien que vaincre son boss soit notoirement difficile, Masato confirme qu'il est conscient de la situation et explique qu'ils assemblent une équipe complète pour recueillir des renseignements détaillés.
Au cours de leur enquête, ils sont tombés sur une faction appelée Tour de Sang. Bien qu'ils ne les aient jamais rencontrés auparavant, la Tour de Sang cible apparemment le même donjon de golem enneigé. À première vue, il ressemble à un groupe ordinaire, mais il s'avère être bien plus impitoyable que prévu. Ils éliminent, assassinent et volent impitoyablement les autres équipes de donjons. Pour Han Jun, un objet de mana infini n'a aucune valeur, ce qui contraste fortement avec l'obsession du reste du monde pour cet objet. Ce qui l'intrigue, c'est comment tout cela se relie à l'épée, pourquoi l'accent est mis sur le golem. Peut-être qu'il prévoit d'utiliser l'épée pour tuer le boss, mais la durabilité de l'épée est fragile. Alors, vaut-elle vraiment plus qu'un objet de mana infini? Nana se demande à voix haute si le groupe de la Tour de Sang a déjà localisé le boss, puisque cela expliquerait leur mouvement soudain. Eris intervient rapidement, insistant sur le fait qu'il est impossible que le donjon ait été trouvé il y a 15 ans, sans que personne n'ait récupéré l'objet. Pourtant, notre protagoniste est sur le point de demander comment elle connaît de tels détails. Mais elle le coupe en disant qu'elle expliquera et l'exhorte à rester calme. Hoche la tête, elle étudie cela depuis un certain temps. Elle explique que le donjon de la montagne neigée a acquis une réputation notoire. C'est l'un des donjons les plus difficiles, ce qui incite de nombreux chasseurs à l'éviter complètement. Masato ajoute que des endroits comme celui-ci sont des pièges parfaits pour les groupes d'assassins qui tentent des embuscades aux victimes. Et il est convaincu qu'ils y cachent quelque chose. Le personnage principal s'enquiert du calendrier de leur opération, apprenant qu'elle est imminente puisqu'ils viennent de finir de recruter des membres. Comme Han Jun le soupçonnait. Leur plan est en préparation depuis très longtemps. Nana insiste sur le fait que, compte tenu de l'urgence, ils doivent agir rapidement. Elle se tourne vers Masato en lui demandant s'il a une équipe d'intervention prête à être déployée immédiatement. La main sur le cœur, Masato affirme que non, absolument pas. Mais Nana insiste, lui rappelant que la future guilde garde toujours une équipe de secours en attente pour les missions de donjon d'urgence. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé au pont ce jour-là. Se sentant un peu gêné, Masato admet que, bien que Nana ait recueilli beaucoup d'informations, toutes ne sont pas exactes. En réalité, il n'a pas d'équipe prête à entrer dans un endroit aussi dangereux à court terme. Il souligne que ce n'est pas n'importe quel donjon, c'est la redoutable montagne neigée, grouillant de puissants golems. Pour être juste, les golems ne sont qu'au niveau 40, ce qui ne semble pas trop intimidant à première vue. Néanmoins, Masato est déjà sur le terrain avec une équipe entièrement assemblée, et devinez qui mène la charge. Han Jun mène la charge alors que l'équipe brise sans relâche les golems, qui se régénèrent instantanément, et lance une contre-offensive féroce. Masato marmonne de frustration, c'est précisément pourquoi je déteste ce genre d'endroit. Soudain, une silhouette de magicien débraillé, comme venu des bidonvilles, sort une baguette. Ressemblant à quelqu'un tout droit sorti d'un conte de Harry Potter, il rassemble tous les golems en un seul groupe, puis les sépare, avant de déclencher une explosion massive qui les anéantit. Des fragments de gemmes rouges commencent à tomber en cascade d'en haut. Ce sont les noyaux, crie-t-il, les exhortant à briser les noyaux immédiatement. C'est la vraie façon de détruire un golem. Oscar, d'où qu'il vienne, s'exclame en frappant le sol, saluant le magicien comme un héros. Pendant ce temps, le protagoniste reste inactif, serrant sa petite épée, mais ne contribuant en rien à la bataille. Plus tôt, Eris avait expliqué qu'à l'intérieur du donjon, ils doivent éliminer autant de golems que possible. C'était la condition clé pour activer le mini-boss. Elle a découvert que ce type de donjon est connu sous le nom de donjon à induction. Han Jun, et honnêtement nous aussi, n'avons aucune idée de ce que cela implique réellement. Comme d'habitude, Masato intervient avec son dédain, expliquant qu'il s'agit essentiellement d'un donjon imbriqué dans un autre donjon. Lors d'une chasse typique, vous pouvez contourner les zones les plus faibles et aller directement au boss pour gagner du temps. Mais dans les donjons à induction, vous êtes tenu de nettoyer chaque zone séquentiellement. Une seule erreur et le chemin à suivre est complètement bloqué. Eris ajoute qu'il y a 15 ans, quelqu'un a déclenché une rupture à l'intérieur de ce donjon. Et depuis lors, ses secrets sont restés un mystère. On ne sait pas si quoi que ce soit apparaît encore maintenant, c'est pourquoi ils doivent non seulement vaincre les golems, mais le faire rapidement. Leur équipe rivale est également à la recherche de la clé. Ils doivent donc les devancer pour la sécuriser en premier. De retour dans la mêlée, Han Jun ressent une poussée de confiance maintenant qu'il manie l'épée. Il déclenche rapidement la compétence de toile d'araignée en appuyant sur CTRL+V. Juste comme ça, un golem est complètement déchiré. Les spectateurs regardent avec incrédulité, se demandant s'il vient d'activer une puissante compétence de boss. Même Eris se joint à la fête en gelant les golems avec des sorts de glace. Alors que d'autres interviennent pour les achever, un autre golem se jette agressivement sur les personnages secondaires sans défense.
À ce stade, leur sort semble scellé, mais alors elle fait une entrée spectaculaire. Sans donner un seul coup de poing, elle se contente de prendre une pose impressionnante. Elle tape dans sa main, déclenchant la compétence « Onde de choc de Kalisha ». Attendez une minute, elle a aussi cette compétence? Je pensais que Han-Jun était censé être unique. Elle examine le groupe, demandant si tout le monde va bien. Ils hochent tous la tête, mais elle remarque quelqu'un qui a du mal à dissimuler son visage. Elle dénonce cette personne. C'est Shinoda Satoru. Encore une fois, voici le gremlin chaotique qui se défend en déclarant qu'il appartient officiellement à Han-Jun, donc sa présence est justifiée. Attendez, depuis quand Han-Jun a-t-il même un groupe entier? Flashback à l'hôpital, où Han-Jun a annoncé qu'il se dirigeait vers le donjon. Shinoda Satoru a fait une grosse crise de colère, insistant pour rejoindre une dernière chasse avec Senpai, et refusant de le laisser partir seul. Au moment où Han-Jun a accepté, Shinoda Satoru s'est illuminé de joie comme un personnage tout droit sorti d'un anime shoujo. Mais Han-Jun lui a fait promettre que s'il venait, ce devait être en tant que membre de son groupe. De retour dans le donjon, Nana n'a aucune idée de ce que Han-Jun pense vraiment. Shinoda Satoru lui dit qu'elle devrait montrer plus de respect à Senpai. Il déclare hardiment, juste devant elle, qu'il a été témoin de visu que celui qui a fendu Kisha en deux était Han-Jun. Nana commence à considérer qu'il pourrait avoir raison. Depuis leur dernière rencontre, Han-Jun semble en effet plus fort. De plus, ses toiles d'araignée éclatent maintenant avec l'intensité de Koshus explosifs, comme des pouvoirs. La queue pourrait bien cacher quelque chose. Mais la question clé demeure. Par quels moyens? Ailleurs dans le donjon, un duo improbable se rassemble. L'idole de K-pop Arita Sara et le célèbre voleur d'épée Kurasaki Takumi, perché sur un rebord de montagne. Ils regardent les autres endurer des épreuves bien en contrebas. Toute leur équipe se trouve à proximité, se faisant passer pour une autre équipe de raid, attendant leur heure pour frapper et semer le chaos. La complication est que 2 chasseurs de haut niveau sont intégrés au sein du groupe principal, rendant les approches furtives presque impossibles. Néanmoins, tant qu'ils maintiennent une distance de sécurité, ils pourraient bien réussir leur stratégie. Kurasaki souligne que l'efficacité est le fondement sur lequel leur guilde opère. Se tournant vers Arita Sara, il lui demande si elle a accumulé suffisamment de mana. Apparemment, les engins de chargement de mana qu'il lui a fournis sont excessivement coûteux en ressources. Le remplissage d'un seul exige de vaincre plus de 100 bêtes de donjon. La rupture massive au niveau du pont était son œuvre. Il l'a déclenchée en surchargeant d'innombrables dispositifs de ce type. Le seul souci d'Arita Sara est de savoir combien d'autres de ces dispositifs ils devront utiliser pour restaurer complètement l'épée. Il répond qu'ils en auront besoin d'au moins 20. Imperturbable, elle demande si leur plan est juste de rester cachés jusque-là. Il confirme que c'est exactement leur ligne de conduite, d'autant plus que la section suivante du donjon est protégée par une barrière, qui ne peut être franchie qu'à l'aide d'une épée de dragon Kalisha. Arita Sara se méfie et exige de savoir exactement où vous avez obtenu cette information. Il lui dit d'arrêter de le questionner, puisqu'elle n'obtiendra aucun détail. Elle soupire, acquiesçant. Ses plans sont toujours peu conventionnels, cependant. Après avoir reçu un regard noir de Kurasaki Takumi, elle s'excuse rapidement et prétend qu'elle plaisantait seulement. Tant qu'ils obtiennent un contrat, elle reste indifférente à ses méthodes. Son véritable objectif est clairement d'acquérir l'artefact Homme Infini pour restaurer sa mère et son père. Au milieu du chaos de la bataille, il remarque que, bien qu'ils aient vaincu plus de 200 golems, cela ne donne guère l'impression de progresser. Un autre noyau tombe d'un ogre vaincu. Il le ramasse, mais ce noyau semble inhabituel et étrangement inconnu. Sans prévenir, il lui échappe, et tombe au sol de son propre chef. À ce moment, Masato s'avance, annonçant que le processus a officiellement commencé. Ils ont terminé la première phase de subjugation. Il est maintenant temps de passer à la deuxième zone. Vient maintenant le défi d'affronter le mini-boss de Snow Mountain. Un golem changeant imposant de niveau 150 émerge, un monstre imposant. Il se jette soudainement en avant, frappant la moitié de l'équipe comme pour exiger un paiement. Masato ordonne une retraite complète immédiate. Bien que la créature se brise à l'impact, son nom, le golem changeant, laisse présager un retour inévitable. Comme prévu, il se reforme rapidement en quelques secondes. Le golem se reconstitue et reprend son assaut. Shinoda Satoru frappe le golem une fois de plus. Cependant, chaque fois qu'il se brise, le noyau s'éloigne pour se cacher dans un autre endroit. Puis il reconstruit un nouveau corps autour de ce noyau. Notre protagoniste élabore un plan pour arrêter le mouvement du noyau en l'emprisonnant avec sa toile d'araignée. Il exécute le mouvement parfaitement en appuyant sur CTRL+V et réussit une frappe précise qui piège le golem pendant sa régénération.
Cependant, le golem se reconstitue sans effort. Sans aucune difficulté. La toile s'avère inefficace. Maintenant, ils doivent trouver comment détruire le golem, avant que ces fragments ne puissent se réunir. Quelqu'un crie un avertissement à notre héros de s'écarter du danger. Se retournant, il voit Nana lancer une énorme explosion bleue directement dans la poitrine du golem. Pourtant, le golem réagit à peine, insensible aux attaques physiques et magiques. Nana insiste sur le fait qu'ils doivent synchroniser leurs attaques. Pour avoir la moindre chance de succès, Masato répond avec un sourire ironique, « Eh bien, sans blague. » À ce stade, le personnage principal commence à comprendre pourquoi tout le monde évite ce donjon. Eri l'avait prévenu, le mini-boss est ce qui rend cet endroit si périlleux. Et comme il s'agit d'un donjon à induction, il n'y a aucun moyen de le contourner. Pour aggraver les choses, le noyau consomme les cadavres des golems vaincus, rendant sa santé virtuellement illimitée. Masato explique qu'ils ne se battent pas seulement contre ce boss, ils affrontent tous les ennemis qu'ils ont déjà tués. Le temps et les efforts considérables requis sont la raison pour laquelle la plupart des chasseurs évitent ce donjon, bien qu'il n'ait pas d'alternative. Pour atteindre le boss final, cet adversaire doit d'abord être vaincu. Nana expose deux stratégies. Soit anéantir le noyau, soit effacer tous les ennemis précédemment vaincus. De retour dans le feu de l'action, le boss est englouti par des flammes bleues vacillantes. À en juger par la sueur nerveuse de Nana, la situation devient de plus en plus critique. Derrière elle, la créature commence à se reconstruire une fois de plus. Elle parvient à peine à se retourner juste à temps pour lancer un autre puissant sort de feu. Notre protagoniste veut intervenir, mais utiliser les pouvoirs de l'épée alerterait instantanément Eris, qui connaît tous ses secrets, que quelque chose ne va pas. Il est méticuleux. Or personne dans ce monde ne peut découvrir sa tactique astucieuse de copier-coller. Puis il se souvient qu'il a toujours l'objet qu'il a obtenu de l'ours sur le pont. Sa première capacité paralyse temporairement une cible, tandis que la seconde inflige des dégâts continus au fil du temps. Il se prépare à appliquer sa technique de copier-coller à cette arme formidable. Mieux encore, il la superpose à sa toile d'araignée, de sorte que la toile non seulement déclenche une onde de choc, mais maintient également fermement les ennemis avec une force de préhension digne d'un ours. De plus, la compétence secondaire de l'ours draine à la fois le mana et la santé des adversaires. Il charge en avant, pleinement préparé à infliger de vrais dégâts enfin. Pendant ce temps, Nana se tient résolue, seule dans un champ de feu flamboyant. Moo Grant regarde avec émerveillement, se demandant si elle a vraiment l'intention de faire fondre chaque fragment de ce golem. Pourtant, une fois de plus, la créature commence à se reconstituer derrière elle. Elle déclenche une autre salve de flammes dévastatrices. Sérieusement, où puise-t-elle tout ce mana? Le golem avance à travers le feu indemne et prépare un coup de poing massif. Il semble que ses réserves de mana commencent enfin à diminuer. Mais quand une femme est en danger, il est temps pour un héros d'intervenir. Notre héros bondit en avant, enveloppant le monstre dans un cocon serré, et se contractant avec détermination. Même Nana et Masato sont stupéfaits. Il vient d'immobiliser un mini-boss comme si de rien n'était. Nana revient à la réalité en lui criant d'arrêter de poser et d'attaquer déjà. À ce moment-là, Han Jun révèle qu'il a découvert un moyen d'empêcher le noyau de s'échapper. Masato choisit d'éviter une confrontation. Il murmure entre ses dents, « Très bien, mais tu regretteras de me donner des ordres plus tard. » Il lance un sort de flamme massif, ce qui provoque la rupture du golem. À ce moment-là, le noyau devient visible. Il synchronise instantanément la technique de la toile cette fois, combinée aux griffes de l'ours. La toile n'en sert pas seulement la cible, au lieu de cela, elle se transforme en une gueule féroce bordée de dents acérées. La bouche se referme, fermant fermement le noyau en place. Masato reconnaît instantanément la capacité. C'est la compétence unique de l'ours, mais d'une manière ou d'une autre, il l'a transformée en une arme incroyablement puissante. Nana commence à faire le lien. Masato possède les capacités de l'araignée reine. Il était présent aux côtés de cet autre individu. Il s'est également battu pendant la bataille de Keisha sur le pont. Bien qu'elle commence à soupçonner qu'il est le contrôle plus C, contrôle plus V stratège, elle est surtout contente qu'il arrive toujours quand ils ont besoin de soutien. Eri le félicite même, enflammant l'enthousiasme dans toute l'équipe. Ils ont enfin l'opportunité de détruire le noyau. Cependant, l'individu à proximité qui était clairement mécontent n'était autre que Kurasaki, le subordonné de Takumi. Même Arita Sara était perplexe, se demandant comment ce gamin avait réussi à arrêter le mouvement des noyaux. Pourtant, le vrai problème était qu'ils avaient besoin qu'il soit actif pour continuer à générer du mana là-bas. Ensuite, Shinoda a déclaré qu'il était temps de s'écarter du plan, ordonnant à chacun de prendre les positions désignées.
Sans que personne ne le remarque, le groupe masqué avançait furtivement par derrière. Arita Sara se demandait s'il avait vraiment besoin d'intervenir, en personne. Il a expliqué que la situation était devenue plus difficile parce que ce gamin particulier obstruait le mouvement des noyaux.